des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max. Et on est ravis de vous retrouver pour ce 17e épisode de notre saison 6 de Tranches de couple. Et c'est le traditionnel Europodcast, lesquels on vous parlera notamment d'Europe, pas seulement de l'Union européenne, mais d'Europe. Alors normalement on fait ce podcast un peu plus tôt, puisqu'il est prévu début mai. Cette année on avait décidé qu'on inverserait notre Pride Podcast et notre Europodcast pour des raisons d'actualité. Et puis il s'est trouvé qu'on a été pris à droite à gauche et que donc notre Europodcast arrive avec quelques semaines de retard. Nous nous en excusons, mais nous sommes très heureux de pouvoir enfin vous livrer cette mouture. Alors vous ne serez pas surpris de ne pas retrouver des sujets d'actualité brûlants dans ce podcast parce que voilà, il y a beaucoup de choses en cours, notamment au Moyen-Orient, mais on aura l'occasion de vous en parler dans un prochain podcast qui sera sans doute le dernier de la saison. Et en principe, ce sera dans 2 semaines. C'est-à-dire qu'on essaye quand même de garder un peu le rythme. Ça a été un petit peu difficile, on va pas se mentir. Alors merci à toutes et à tous de continuer à nous écouter. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez trouvé qu'il était pas mal. S'il vous plaît suffisamment. Allez, on commence tout de suite avec la rubrique Actu. Et Guillaume, tu nous parles d'Ukraine et de Russie. Absolument, parce que dans l'Europe, dans l'Union européenne, en dehors de l'Union européenne, mais aux frontières de l'Union européenne, il y a l'Ukraine et la Russie, et le conflit qui ne cesse qui continue là-bas. Alors, si on devait parler d'une chose en particulier, c'est essentiellement le grignotage russe. Les Russes, depuis le mois de mai, depuis quelques mois en tout cas, ne font pas de percées majeures. Les Ukrainiens sont surtout fait des retraites plutôt que des percées, mais au final, on parle de surface assez limitée. On parle pour la Russie de 4000 km², soit 0,05% du territoire ukrainien qui aurait été capturé depuis un an. C'est très peu. Les forces russes continuent à progresser néanmoins à un rythme très lent, mais avec des pertes humaines et matérielles importantes. On a vu l'arrivée notamment de soldats nord-coréens pour essayer de pallier le manque de chair à canon, il faut appeler un chat et de la chair à canon chez les Russes. On a vu passer, ça n'est pas confirmé, mais des sources, disons, mentionnant un état mental pour les soldats russes extrêmement précaire. Certains soldats rendus à manger tout et n'importe quoi pour arriver à survivre. Ils sont un peu laissés pour compte. Et puis, on a vu aussi des échanges de prisonniers suite à une rencontre à Istanbul au mois de mai sous l'égide de la Turquie, donc des échanges de prisonniers qui se font progressivement. On parle de plusieurs milliers de prisonniers qui au final seront échangés entre la Russie et l'Ukraine, en plus d'échanges malheureusement aussi de rapatriement de corps de prisonniers. Là encore, on constate que les prisonniers russes en Ukraine repartent en Russie en bien meilleur état que les prisonniers ukrainiens ne reviennent de Russie. Alors la situation humanitaire est donc critique. Selon l'ONU, près de 13 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en Ukraine. Les attaques russes, y compris l'utilisation accrue de drones à longue portée, ont eu un impact dévastateur sur les civils, et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a vérifié la mort d'au moins 12 910 civils exactement, dont 682 enfants depuis le début de la guerre, sans compter les enfants qui ont été enlevés et emmenés en Russie, dont on n'a toujours pas réussi à retrouver, ou très très peu, la trace. On salue ici le travail de certaines ONG qui essayent, avec les moyens qu'elles ont, de retrouver la trace de tous ces enfants qui ont été enlevés des différentes villes d'Ukraine. Alors, on ne peut pas mentionner le conflit sans mentionner également 2 attaques. L'une qui a eu lieu le 1er juin, où l'Ukraine a mené une vaste attaque coordonnée, une attaque Spiderweb, toile d'araignée, une attaque sans précédent contre des bases aériennes en Russie, y compris en Sibérie. Elle a été soigneusement préparée pendant plus d'1 an et demi par les services secrets ukrainiens. Des attaques qui ont ciblé donc des aérodromes militaires à Mourmansk, à Irkoutsk, à des milliers de kilomètres de l'Ukraine. Il
imaginez comment c'est compliqué pour un pays, notamment la taille de l'Ukraine par rapport à un pays de la taille de la Russie, d'aller faire ces attaques en profondeur. Les drones ukrainiens ont réussi à frapper des avions utilisés pour bombarder les villes ukrainiennes, y compris des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22, ainsi que des appareils radars de détection et de commandement A-50. Alors, une des bases militaires visées était l'aérodrome de Belaya, dans la région d'Irkoutsk, comme on le disait, en Sibérie orientale, qui est située à 4300 km de l'Ukraine. Il faut imaginer que ces attaques n'ont pas été faites par des drones qui sont venus d'Ukraine pendant la nuit, mais c'est bien des drones qui avaient été positionnés notamment dans les toits de maisons, de sortes de gros chalets qui ont été livrés ou construits et livrés un peu partout en Russie par des camions. Le chauffeur du camion n'était au courant de rien, les gens qui ont construit les maisons en bois n'étaient au courant de rien. Enfin, c'est un énorme travail qui a été fait pour cacher ces drones dans les toits, et surtout les toits des maisons étaient prévus pour s'ouvrir. Ça nous fait un peu penser à l'opération des beepers par le Mossad il y a quelques mois au Liban. Donc, c'est ces opérations qui sont préparés et qui montrent toute la compétence de ces services secrets pour réussir à mettre en place ce type d'attaque et à frapper la Russie là où ça fait le plus mal, c'est dans son ego. Alors, il y a eu aussi une attaque le 3 juin sur le pont de Crimée, le pont de Kerch, qui est un symbole du contrôle russe sur la péninsule. C'était une attaque sous-marine revendiquée par les services de sécurité ukrainiens, le SBU, avec une charge explosive sous-marine qui a ciblé les piliers, puis une seconde attaque par un drone de surface vers 15 heures le même jour. Le pont, essentiel pour le ravitaillement des troupes russes en Crimée, a été fermé temporairement. C'est déjà la 3e attaque revendiquée par l'Ukraine sur ce pont hautement stratégique. Ah, puis pas que les troupes, parce que visiblement, il y a aussi beaucoup de touristes qui empruntent ce pont. Le touriste russe. Le touriste. Alors, russe, voilà. Donc, la perte de ce pont engendrerait des maux de tête logistiques pour la Russie. On comprend que c'est une cible particulièrement importante pour l'Ukraine. Et puis, si le pont venait à être réellement détruit, là, il a été uniquement fermé pendant la journée, la Crimée serait coupée d'une de ses principales voies d'approvisionnement. Ces attaques s'inscrivent donc dans une stratégie plus large de l'Ukraine pour affaiblir les capacités militaires russes et perturber les lignes de ravitaillement, on vient de le dire, en ciblant des infrastructures stratégiques. Côté Europe de l'Ouest, on peut parler de la coalition des volontaires avec le Premier ministre anglais, le chancelier allemand et le président français qui se sont retrouvés fin mai à Kiev, tout ce petit monde arrivant naturellement en train pour disserter et discuter sur les prochaines étapes de l'aide à l'Ukraine, mais avec notamment les récents développements au Moyen-Orient, sur lesquels on reviendra un peu plus tard dans un futur podcast. L'Ukraine est un peu passée aujourd'hui au second plan. Merci beaucoup Guillaume pour ce bref aperçu de la situation en Ukraine sur le front russe. Une brève pour poursuivre, avant de donner la parole Max, sur la Hongrie, le petit trublion de l'Europe, et je suis plutôt sympa, encore embourbé dans une énième affaire d'espionnage, après celle retentissante d'il y a quelques années du logiciel Pegasus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où la Hongrie avait été accusée d'avoir cherché à espionner les conversations de chefs d'État, de membres du Parlement. Il y a une enquête en cours au Parlement européen, d'ailleurs, à ce sujet. Officiel européen, tout ça. Tout à fait. Les services de sécurité ukrainiens, encore eux, le SBU, ont arrêté 2 espions hongrois début juin, des espions présumés dans la région de Transcarpathie. Ces individus, un homme et une femme, étaient d'anciens militaires supervisés par un officier de carrière du service de renseignement militaire hongrois, et ils ont été accusés de recueillir des informations sur la situation dans cette région frontalière avec la Hongrie. En réponse, la Hongrie a expulsé 2 diplomates ukrainiens, les accusant eux aussi d'espionnage. L'Ukraine a également appliqué le principe de réciprocité, on le voit souvent en expulsant à son tour 2 diplomates hongrois. Ces actions ont intensifié les tensions entre les 2 pays, déjà compliquées, déjà tendues, à cause des désaccords sur la minorité hongroise en Ukraine et l'opposition de la Hongrie à toute aide militaire à Kiev. Alors c'est dans un contexte politique aussi où Orban et son gouvernement sont perçus comme ayant des relations ambiguës avec la Russie. Il a été critiqué par son utilisation de fameux logiciels espions. Et puis on est dans une situation où clairement la Hongrie joue un double jeu assez opaque avec les Russes de l'autre côté de la frontière. Eh oui, ça, voilà, malheureusement, c'est toujours très compliqué et la Hongrie reste très farouche
réserve dès lors qu'il s'agit de l'assistance de l'Union européenne et des Européens à l'Ukraine. Max, à toi pour un nouveau sujet d'actu sur la Pax Europea. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, alors Ursula von der Leyen, vous le savez, c'est la présidente de la Commission européenne. Et elle a été invitée à Aix-la-Chapelle pour recevoir ce qu'on appelle le prix Charlemagne. Alors le prix Charlemagne, il est donné chaque année à une personnalité qui a eu une action particulière pour promouvoir justement cette vision européenne. Et donc là, von der Leyen est venue pour recevoir ce prix en tant que présidente de la Commission européenne. Et elle a prononcé un discours qui n'est pas passé inaperçu, donc le 29 mai dernier, un discours qu'on a qualifié d'ambitieux, où finalement elle porte une certaine vision sur la nécessité de construire une Europe indépendante face à l'instabilité mondiale que l'on observe. Alors, Ursula von der Leyen, elle a dit, voilà, la prochaine grande ère pour l'Europe, ça doit être celle d'une Europe indépendante. Elle a comparé ce projet aux grandes réalisations historiques européennes, comme la paix après la Seconde Guerre mondiale, la création d'un marché commun et d'une monnaie unique, ainsi que la réunification après la chute de l'Union soviétique en 1989, donc en particulier en Allemagne, mais aussi naturellement après l'intégration des pays de l'ex-Union soviétique dans l'Union européenne. Rien que ça, donc quand même une vision très ambitieuse. Alors, elle identifie quatre piliers pour mettre en œuvre cette vision. D'abord, cette Pax Europea, c'est la paix. Donc, pour ça, il faut renforcer, augmenter les budgets de la défense pour être en mesure d'être crédible et d'assurer finalement la défense de l'Europe. Donc, elle fait référence dans son discours aux 800 milliards d'euros qui, constitue l'augmentation des dépenses de défense qui seront permises par la mise en œuvre de faciliter de nouveaux instruments de l'Union européenne, donc tout ce qui avait été présenté avec le livre blanc sur la défense européenne en mars dernier. Deuxième pilier, placer l'innovation et la compétitivité au cœur du renouveau économique européen. Pour pouvoir développer cette vision de ce nouveau modèle européen, mais il faut que l'Union européenne continue ou redevienne finalement un géant économique, et donc la compétitivité et l'innovation sont absolument essentielles. Après, le troisième pilier, elle a dit qu'elle voulait réunifier le continent européen. Alors c'est un terme qui est quand même assez chargé d'histoire pour une Allemande, avec l'intégration dans l'Union de pays qui ont une vocation européenne, donc c'est les pays qui sont candidats aujourd'hui à l'Union européenne, donc bien sûr l'Ukraine, mais aussi les pays des Balkans occidentaux et la Moldavie. Alors elle a aussi mentionné la Géorgie, même si à titre personnel ça me paraît un peu compliqué, en particulier dans le contexte actuel, mais aussi parce que la Géorgie finalement, il n'y a pas de continuité géographique avec la Géorgie, comme il peut y avoir avec les autres pays qu'elle a mentionnés. Dernier pilier, c'est celui de la démocratie. Et donc, elle a appelé à renforcer la démocratie pour être en mesure de mieux faire face aux menaces internes et externes. Alors, bien sûr, ici, on fait référence aux montées du populisme, des populismes, des extrêmes dans l'Union européenne. Il faut arriver à montrer finalement que la démocratie et le mode de fonctionnement et la poursuite et la promotion des valeurs qui sous-tendent l'Union européenne, sont de meilleures alternatives que les discours populistes des extrêmes qui, malheureusement, sont de plus en plus attractifs dans l'Union européenne. Mais aussi des menaces externes, et je pense que là, il y avait clairement une référence non voilée aux campagnes de désinformation que la Russie, par exemple, mène dans l'Union européenne, mais aussi que de l'autre côté de l'Atlantique, les MAGA, Trump au premier chef, J.D. Vance, font aussi des campagnes d'influence pour promouvoir finalement presque des changements de régime dans l'Union européenne pour avoir des partis populistes au pouvoir. Alors, naturellement, on voit bien que c'est une nécessité pour l'Europe aussi de se libérer des chaînes du passé et de se libérer de cette dépendance qu'on a depuis des années aussi à l'égard des États-Unis, dans un contexte où les États-Unis ne sont plus le pays le plus fiable
que l'on peut trouver. Et l'objectif, c'est de construire un avenir stable et indépendant, donc où effectivement, on ne soit plus dépendant des aléas des positions de Washington. Alors le discours de von der Leyen, il semble être quand même influencé par les ambitions européennes de Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, qui a prôné une Europe plus forte et indépendante des États-Unis. C'est un changement dans la rhétorique de von der Leyen parce que elle a quand même été toujours un peu prudente et on peut dire que elle reste dans sa relation avec les États-Unis, elle reste ambivalente. Et donc, elle ne parle pas dans son discours d'autonomie ou de souveraineté européenne, donc c'est quand même assez notable néanmoins. Donc on verra finalement dans les 4 prochaines années si ce discours a marqué un véritable tournant pour von der Leyen ou si c'était simplement l'utilisation de donner des belles paroles à l'occasion de cette remise de prix Charlemagne. Voilà, alors Guillaume, peut-être une deuxième rêve sur les hauts et les bas dans la politique nationale au sein de l'Union européenne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Hongrie. Et merde, j'ai oublié de la préparer. Bon, alors on peut le faire rapidement. Malheureusement, contre toute attente, pour nous qui sommes pro-européens, c'est les conservateurs ou le candidat conservateur qui a gagné les élections présidentielles en Pologne. Il y a quelques voix près, parce qu'il a eu 51% contre 49%. Et donc, ça veut dire que, vous le savez, en Pologne... Même pas 51, 50,89 pour Karol Nawrocki. Voilà. Du PiS. Le président polonais, c'est celui qui promulgue les lois, et donc il peut s'opposer à un certain nombre de lois qui sont votées. Alors la majorité au pouvoir reste la majorité libérale pro-européenne du Premier ministre Tusk, mais naturellement, il y a un certain nombre de lois qui n'ont pas été promulguée parce que le président s'est opposé. Et donc, on va continuer à être dans cette cohabitation en Pologne. Ce qui est notable néanmoins, c'est que si les populations les plus âgées ont voté pour le parti pro-européen, les jeunes ont en majorité voté pour le parti conservateur, donc ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Il faut savoir que c'est tout de même... Il y a une... Si ce n'est pas une bonne nouvelle, il y a une nouvelle intéressante à prendre en compte aussi, c'est que c'est le résultat le plus serré de l'histoire de la Pologne, des élections présidentielles, et c'est la première fois qu'un parti, c'est la première fois depuis très longtemps qu'un parti qui ne soit pas le PiS soit si proche de remporter ces élections. Alors, un peu comme finalement dans d'autres pays, on a des coalitions un peu bancale côté opposition pour essayer de mettre en place, on vous en avait déjà parlé, quelque chose qui est de la gueule, donc c'est pas toujours simple, mais notons tout de même le fait qu'on n'ait jamais été aussi proche, la coalition progressiste n'est jamais été aussi proche d'y arriver. Alors, des nouvelles aussi des Pays-Bas, où la coalition de Geert Wilders, le président du parti d'extrême droite du pays, qui était à la tête du gouvernement, a décidé de faire chuter ce gouvernement en retirant son parti de la coalition en place, parce que les propositions faites sur l'immigration n'étaient pas assez, selon lui, ambitieuses et en phase avec ce qu'il avait demandé lors de sa campagne. Et puis, une petite brève sur la Hongrie, où peut-être, on ne sait pas, mais peut-être le parti d'Orban au pouvoir, le Fidesz, serait en passe, Max, de tomber aux prochaines élections. Alors, on en est encore assez loin. Hein. C'est un rêve un petit peu qui est récurrent, mais... Tout à fait, mais on peut espérer que les prochaines élections législatives qui auront lieu en Hongrie en 2026, l'année prochaine, donnent l'occasion à le parti donc de l'opposant d'Orban, de Péter Magyar, le parti Respect et Liberté, TISA, vaincrait, selon les derniers sondages de Fidesz, de près de 7 points chez les électeurs décidés, ce qui est une première et ce qui pourrait porter l'espoir d'un changement de régime vers un parti nettement plus européen et sans doute nettement moins pro-russe. On suivra ça de près en tout cas jusqu'à l'année prochaine, naturellement, un peu moins d'un an, 9 mois des élections, peut se passer encore beaucoup de choses, mais une affaire à suivre.
Merci. Et effectivement, voilà, la Hongrie reste un pays qui est effectivement toujours difficile au sein de l'Union européenne, avec lequel les compromis sont difficiles au niveau politique. Et donc, naturellement, un changement de majorité en Hongrie aurait des impacts importants au sein de l'Union européenne, probablement dès lors qu'il s'agit des droits des personnes. LGBT notamment. Alors, on va maintenant bien passer à la rubrique Belgitude. Et Guillaume, tu vas nous parler de la cyclo-nudista. Qu'est-ce que c'est donc ? Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Vous imaginez le samedi le plus chaud depuis quelques mois à Bruxelles, genre aujourd'hui, eh bien, vous vous dites que c'est le moment pour faire un petit tour de vélo à poil dans Bruxelles. Eh bien, c'est ce que se sont dit une centaine de personnes. C'est une sorte de balade festive où on défile dans la rue et qui a pour but de revendiquer davantage de sécurité pour les cyclistes. Alors, ça existe à Bruxelles, ça existe aussi dans quasiment toutes les grandes villes. On en a vu un exemple, notamment il n'y a pas très longtemps au Canada. Ça existe en France. Voilà, c'est des balades qui sont naturellement encadrées, qui n'ont pas lieu tous les 4 matins, mais donc, comme je le disais, qui ont pour but de revendiquer davantage de sécurité pour les cyclistes, de promouvoir les avantages du vélo sur l'environnement et de défendre la liberté corporelle. Les organisateurs soulignent l'importance du vélo comme alternative de mobilité ici en Belgique face à l'augmentation du nombre de voitures et ont appelé à des aménagements sécurisés pour encourager son usage quotidien. Et on ne peut être qu'être d'accord avec cette demande. L'organisateur de l'événement, Jérôme Jolibois, a critiqué le fait que les aménagements pour cyclistes sont souvent installés là où c'est facile plutôt que là où c'est nécessaire et dangereux. Et là aussi, on est tout à fait d'accord. Coucou notre ami Romain de Reusme, le bourgmestre d'Ixelles, qui a décidé de rouvrir dans les deux sens un endroit assez accidentogène entre les deux étangs d'Ixelles d'ici quelques semaines, malgré l'opposition notamment des écoles et d'un certain nombre de collectifs de riverains alentour. Voilà, il ne faut quand même pas empêcher les gens en voiture de se balader là où ils veulent. Tout à fait, et puis surtout de transiter entre deux grandes avenues de la capitale, alors qu'il y a d'autres endroits où c'est plus simple de le faire. Bref, la nudité des manifestants, en l'occurrence, symbolisait la vulnérabilité donc des cyclistes face au trafic automobile et revendiquait, comme je disais, la liberté corporelle. Et Jérôme Jolibois conclut en disant que être nu ne blesse personne, contrairement à la pollution automobile qui continue de tuer des milliers de personnes, notamment sur l'agglomération bruxelloise chaque année. Oui, mais bon, quand même, les voitures électriques, ça pollue beaucoup. Tout à fait. Tu veux vraiment lancer ce débat maintenant, là ? Ouh, il est taquin. On peut tout de suite passer à la rubrique vie de couple. Et alors, Guillaume, comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode, on peut raconter notre petit séjour de vacances à Tenerife. Eh ben oui, si vous nous suivez depuis le début de ce podcast, nous étions déjà allés à Tenerife en 2019 et puis plusieurs fois avant. Sauf qu'en 2019, quand on a été à Tenerife, en fait, on n'avait pas encore le podcast. Ah mince, c'est vrai. Donc, en fait, vous ne savez pas qu'on a été déjà à Tenerife. Vous ne savez pas qu'on a déjà été à Tenerife, mais c'était une époque, ça a été une destination récurrente pour un break, un spring break, pour notre spring break, n'est-ce pas, quelque part entre avril et le mois de mai. Eh bien, nous y sommes retournés cette année. En fait, on a hésité entre plusieurs endroits, la Crète, la Sicile, et puis on s'est rendu compte qu'on avait besoin de se poser, que donc il fallait un endroit où il n'y ait pas trop de choses à faire, parce que sinon, notamment moi, j'allais passer mes journées à vouloir aller visiter à droite à gauche. Ça aurait été compliqué de se poser. Hein, Max ? Bah ouais. Des petites différences de perception des choses. Il faut dire que... Faut pas me tenter. Ces vacances ont été motivées par le fait que on avait tous les deux besoin de pas mal de repos. Et donc, même si on aime faire aussi un peu des excursions, le fait de pouvoir se poser était absolument nécessaire de mon côté, en tout cas. Et donc, Tenerife, ça a cet avantage que on sait que en gros la température est top, on avait 24-25 toute la semaine, et puis on a quand même bien pu profiter d'une installation d'un hôtel assez sympa avec une piscine, et en même temps on a aussi pu faire une deuxième plongée ensemble, Guillaume. Tout à fait, c'était très chouette. Avant de pouvoir passer
un jour notre brevet de plongée, n'est-ce pas ? On s'est relancé dans une plongée. Alors bon, c'est pas les fonds marins de la Nouvelle-Calédonie, on va pas se mentir, mais c'était chouette cette sensation de liberté qu'on a là-dessous, et puis des mouvements, devoir adapter ses mouvements, de voir... Ouais, il y a vraiment quelque chose de très chouette avec le sentiment d'être en plongée, n'est-ce pas ? Bah exactement. Donc, comme dit Guillaume, ça fait partie de notre to-do list pour le futur, de passer notre niveau 1 de plongée, qui nous permettra de plonger un peu plus profond. Voilà, donc ça, c'était fin mai, et je dois dire que on a l'impression que c'était déjà il y a super longtemps. Alors, deuxième actu de notre vie de couple, eh bien, on a fêté récemment nos 15 ans. Tada! Enfin, on a fêté, on s'en est rendu compte, il était 20h30 ou un truc comme ça. Mais bon, on a ouvert une bouteille quand même après, hein, pour fêter ça en rentrant à la maison, parce qu'on était sortis pour notre cuisine solidaire hebdomadaire, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, on va aussi se faire un petit restaurant sympathique pour fêter ça, comme on le fait tous les ans. On va aller dans un restaurant qui a reçu un bib Michelin, donc c'est pas une étoile, mais c'est un bib Michelin. C'est le niveau d'avant. Ah, c'est pas mal. Un petit restaurant bistronomique. Un petit restaurant bistronomique, tout à fait. On verra ça sur les thèmes de la Thaïlande. Donc voilà, affaire à suivre, mais voilà, 15 ans. Bah oui, 15 ans, dont 10 à Bruxelles quand même, hein, donc ça commence à faire. Et on se lasse pas de notre routine, mon cher Guillaume. Ben, je crois pas. Enfin, pas trop. Enfin, on est bien à Bruxelles en tout cas. Ouais. C'est difficile de tirer un bilan. Bah oui, non mais en même temps, c'est bien quand on regarde derrière nous, on a fait plein de choses, on a vécu de super moments, on a fait des projets géniaux, et il y a plein de projets géniaux qui sont dans les 15 prochaines années devant nous, et on sera ravis de pouvoir les faire tout ça ensemble. Absolument, voilà. Affaire à suivre, hein, n'est-ce pas? Ouais, on vous redira dans 15 ans. C'est déjà presque l'été, Guillaume. Vous n'avez aucune idée ce que tu avais vraiment prévu Bah oui, écoute, alors on a comme souvent des rythmes un peu inversés au boulot. Ça a été très chargé pour moi pendant pas mal de semaines jusqu'à la fin du mois de mai, jusqu'aux vacances en fait. Et puis là, c'est un peu l'été en pente douce, donc j'ai un peu plus le temps de poser, même si on a toujours beaucoup d'activités en dehors, mais ça fait du bien, même si c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est pas l'été en pente douce pour tout le monde. Non, je sais pas. Pourquoi c'est pas... Je sais pas, toi tu travailles toujours beaucoup. Ah oui. Écoute, il a compris. Oui, bah moi c'est moins cool que toi, mais oui, écoute, il reste une quinzaine de jours, un peu plus, d'ici les vacances, et donc j'attends avec impatience que les vacances arrivent, et puis j'espère qu'au retour des vacances, on pourra bénéficier d'une reprise en pente douce et pas à fond la caisse, parce que ce semestre aura été un peu usant, on va pas se mentir. Petite transition vers notre dernière rubrique, une rubrique digitale tournée vers l'Union européenne, puisque c'est notre Europodcast, naturellement. Ah bah exactement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du permis numérique. Tadam! Alors peut-être si vous êtes français et que vous nous écoutez, vous savez que vous pouvez digitaliser votre permis de conduire grâce à l'application France Identité, et que cette version digitale de votre permis de conduire, eh bien, elle est valide si vous faites contrôler en France. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'emporter votre porte-monnaie quand vous conduisez. Vous pouvez juste partir avec votre smartphone et votre carte d'identité, ce qui est pas mal. Malheureusement, ça ne marche pas dans toute l'Union européenne. Pour l'instant, parce que il y a un accord entre les États membres et le Parlement, sur la base bien sûr d'une proposition de la Commission européenne, pour que le permis de conduire européen soit accessible sous forme numérique via un portefeuille numérique européen. Donc les États membres ont 5 ans et demi pour mettre en place cette solution, et bon, naturellement,
c'est une possibilité, ça n'est pas une obligation, vous pourrez garder un permis physique. C'est naturellement l'élément principal, mais le projet ne concerne pas que la mise numérique de ce permis. Il harmonise les périodes probatoires de 2 ans, il baisse l'âge minimum pour passer son permis, y compris pour des véhicules lourds, à 17 ans, et la conduite accompagnée sera généralisée dans toute l'Union européenne. Alors je ne sais pas si ça existe en Belgique, mais en France, ça veut dire qu'à partir de 15 ans, on peut faire de la conduite accompagnée pendant 2 ans, ce qui permet en gros de faciliter le passage du permis et l'apprentissage de la conduite sous supervision de ses parents en principe. Voilà. Et la validité des permis sera harmonisée dans toute l'Union européenne à 15 ans pour les voitures et motos et 5 ans pour les camions et les bus. Et voilà. Donc l'objectif, c'est aussi de renforcer la sécurité routière avec une stratégie Vision Zéro qui vise à éliminer les décès sur les routes européennes d'ici 2050. Vous voyez, c'est assez loin. Donc qu'est-ce qui reste ? Maintenant, il faut que cet accord soit formellement approuvé par le Parlement et le Conseil. Et puis donc, je le disais, il y aura une transcription nationale. Selon les pays, ça pourra aller plus ou moins vite. Mais l'intérêt, c'est qu'il y aura un portefeuille numérique européen, c'est-à-dire que ce permis digital et numérique ne sera plus seulement valide dans un pays, mais dans toute l'Union européenne. Donc ça, c'est une vraie avancée. Et si vous voulez, vous pourrez n'avoir qu'un permis numérique. Merci Max. Voilà. On finit sur une petite touche digitale et européenne. C'est déjà la fin de ce 17e épisode de la saison 6, un épisode définitivement européen. Et si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est toujours très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et si vous êtes un auditeur depuis le début de ce podcast, depuis la saison 1, et ben vraiment bravo. Et on est très heureux que vous continuiez à nous accompagner dans cette aventure de tranche de couple. Si le podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. Mettez-nous une note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ou n'importe quel logiciel avec lequel vous nous écoutez, y compris sur YouTube en audio. Et puis, surtout, partagez. Ce podcast est diffusé... à chaque fois. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et... pensez à visiter toute l'Union européenne pendant vos vacances.